Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue sur votre émission 3D. Des vidéos de jeunes étudiantes avec des propos obscènes ont agité ces derniers temps la toile au Bénin. Et pendant que certains sont indignés, d'autres ne s'en étonnent guère, car ce serait l'arbre qui cacherait la forêt. Alors que deux jeunes étudiantes à peine sorties de l'adolescence parlent de leurs exploits via réseaux sociaux, c'est inédit au Bénin et l'on est bien en droit de se poser des questions. Où est passée la morale? Où se trouve la pudeur? Sommes-nous en face d'une jeunesse dévergondée, sans repère et qui a du mal à se contenir face à Internet et les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, WhatsApp, Snapchat et autres qui ne comportent pas que des avantages, parce que personne n'y échappe. On fait le débat sur ce plateau avec mes trois invités. Alexandrine Saïzonou, bonsoir. Vous êtes avocate et sur ce plateau, vous intervenez en tant que parent d'élève. Merci d'être avec nous. En face de vous, vous avez le colonel Marcelin Zanou. Vous êtes promoteur de ISMA, Université privée de la Place. Bonsoir. Bonsoir, madame. Et le troisième invité, Dodi Amouzouvi, vous êtes sociologue et vous êtes également directeur de l'enseignement supérieur, n'est-ce pas? Tout à fait, je suis sociologue, je suis directeur des établissements privés d'enseignement supérieur. Je vous salue, je salue mes collègues ici présents sur le plateau et je salue tous ceux qui nous reçoivent depuis où ils se trouvent. Alors, j'imagine que comme moi, vous avez vu ces vidéos ou bien peut-être en avez-vous entendu parler. Professeur, colonel Marcelin Zanou, quelle est votre réaction? Ma réaction d'abord a consisté à voir de quoi il s'agit. Il faut avouer que j'étais dans plusieurs pays africains où j'ai reçu l'information, mais je n'ai pas pu voir la vidéo en tant que telle. Et quand je suis rentré avant-hier, j'ai cherché à voir la vidéo. Je l'ai vue, j'ai entendu les propos et je pense qu'ici en ce moment, il ne s'agira pas de surévaluer ce que nous avons vu, mais il ne faudrait pas les sous-évaluer non plus. Il faut prendre les choses à leur juste mesure. Quel a été votre sentiment? Le sentiment d'un Africain qui est un peu dans la culture africaine, les questions de sexe constituent des tabous pour nous en Afrique. Donc lorsque les gens évoquent des questions de sexe à ciel ouvert comme ça, et encore c'est des filles qui le disent, ça paraît à première vue choquant. Je dis bien à première vue choquant. Mais est-ce qu'il n'y a pas pire que ça? Est-ce que ce que nous n'avons pas vu, est-ce qu'il n'y a pas pire que ça? J'avoue qu'il y a pire que ça. Et ceux qui ont eu la chance d'aborder ces jeunes dans leur milieu, vous en entendrez pire que ça. Alors que faire? Alors, il y a pire que ça. On va de toute façon en parler tout au long de cette émission. Dodi Amouzouvi, vous avez vous-même été choqué, scandalisé par ces vidéos? Choqué, non. Scandalisé, non. Surpris, non plus. Je suis inquiet et je me sens interpellé. Donc, c'est interpellatif et c'est inquiétant ce que nous avons vu. Surtout qu'au-delà des vidéos qui circulent, je me suis donné pour obligation de lire la réaction sociale sur les réseaux. Et il y a eu pas mal de critiques, ça va dans tous les sens. Ce qui m'interpelle le plus, c'est de lire sous le clavier de quelqu'un que je ne connais pas que la décision prise par les établissements ou certains établissements privés d'enseignement supérieur est une manière de tuer un génie pornographique qui est en train de naître ou pourrait. Donc ça fait tout un mélange. Et la grande question, au-delà de que faire, la grande question, c'est d'interpeller à tous les niveaux. Niveau de l'étudiant, niveau de l'enfant, niveau de la famille. On se posait la question de savoir où est la famille, qui est la famille aujourd'hui, niveau des établissements, niveau de la société et puis niveau des autorités. Donc à chaque niveau, il y a des responsabilités à prendre, il y a des points à faire et il y a à contenir, il y a à accompagner, il y a à humaniser pour pouvoir éduquer la jeunesse que nous avons en face. On va en parler, mais en outre que vous êtes plutôt inquiet. Je suis inquiet de où nous allons. C'est très tôt les balises, les lignes rouges ne sont pas tracées pour que l'adolescent, le jeune qui vient, qui est en train de s'ouvrir au monde, qu'on ne le mette pas, puisque l'oiseau ne grandit que dans son plumage, le contexte africain, les réalités béninoises, qu'on ne le
qu'on ne l'éduque pas dans ça avant que la liberté ou la majorité ne lui permette lui-même ou elle-même de faire les choix qui s'imposent ou qu'elle souhaite. Nous avons aujourd'hui le devoir, et Madame la parente... Alexandrine Saïzono, vous êtes mère de famille, on peut le dire, donc parents d'élèves, parents d'étudiantes. Quelle a été votre réaction? Triste, parce que j'ai été très triste quand j'ai vu ça et surtout indignée. Mais comme l'a dit M. Dodi, je n'ai pas été surprise parce que dans ma vie professionnelle, j'en ai vu. J'en ai vu, mais pas des enfants de cet âge-là. Donc vraiment, je me suis demandé où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'il faut faire. Et ça nous interpelle tous, aussi bien les parents que nous sommes, les éducateurs, le gouvernement plutôt, parce qu'il y a un problème. WhatsApp et autres, c'est parce qu'on l'a autorisé, c'est permis. Et là, il fallait mettre en place les balises pour éviter qu'on en arrive là. Donc, je me dis, nous sommes tous coupables. Et je me réjouis de cette émission, de cette initiative, pour que nous puissions en parler. Mais ça ne va pas s'arrêter sur un plateau de télévision. Chaque parent doit prendre conscience de la chose. Chaque éducateur doit... Excusez-moi. Oui. Chaque éducateur, tristesse, hein? Chaque éducateur doit prendre conscience de la chose. Et très tôt, nous, au niveau de l'association des femmes avocates, on a commencé à décrier la chose parce qu'on a vu venir. On reçoit des mères de famille. Et je me dis, la cause également, entre autres, vous m'excusez de le dire, c'est cette volonté des parents aujourd'hui à se vouloir une certaine qualité de vie. Tout le monde veut travailler, tout le monde veut gagner beaucoup d'argent. Et les enfants sont éduqués par la rue, sont éduqués par les WhatsApp, sont éduqués par la Finalement, télé. je note qu'autour de cette table, personne n'est surpris. Inquiétude, tristesse, de part et d'autre. Professeur Dodi, à Mouzouvi, une ligne rouge a été quand même franchie. On se pose bien la question de savoir que se passe-t-il finalement avec nos jeunes? Oui, je ne sais pas dire qu'une ligne rouge est franchie, mais je sais dire qu'il se passe beaucoup de choses. Et quand on est dans le milieu, quand on les approche, quand on vit avec, on se rend compte que ce que nous avons vu passer n'est qu'un aspect, n'est qu'un épiphénomène, que le phénomène est là, que le noumen est là. Ce qui se passe, c'est tout simplement qu'il y a un certain nombre de fondamentaux qui bougent. Est-ce qu'ils bougent dans le bon sens? Ce n'est pas toujours évident. Il y a un certain nombre de repères qui s'effacent, qui s'annulent. Prenez la famille, aujourd'hui comme une institution. Tout le monde le dit, le milieu des ONG, etc., etc. Et des individualités le disent également. La famille, si elle n'a pas démissionné, aujourd'hui est devenue une sorte d'institution à responsabilité limitée ou nulle. Remarquez qu'on devient parent de plus en plus tôt. Remarquez qu'on fait l'amour précocement. Remarquez que métro, boulot, dodo, les conditions de vie... D'entrée de jeu, la responsabilité, c'est... Vous jetez le tort à la cellule familiale? Je ne jette pas le tort, je rends responsable à chaque niveau. Donc, au niveau de la famille, il faut que ceux qui s'y adonnent, ceux qui y travaillent déjà, accompagnent et qu'on ne devienne parent que lorsqu'on peut assumer à au moins 3 niveaux. Si on devient parent pour devenir parent, on arrive là, parce qu'on perd d'autorité. Est-ce qu'un jeune garçon, une jeune fille au chômage aujourd'hui peut être un parent exemplaire, responsable? La réponse c'est non, c'est pas possible. Son autorité à un moment donné se verra un peu piétinée. Deuxième chose, les enfants eux-mêmes. À partir d'un certain âge, il faut absolument se prendre en charge. Oui, nous avons un certain nombre de miroirs que la société, que les institutions nous renvoient, mais il est que on doit mettre l'enfant face à sa responsabilité. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous avisons, nous prenons acte d'un certain nombre de décisions qui se prennent dans certains établissements privés d'enseignement supérieur. Ensuite, les éducateurs que nous sommes, la société. Écoutez, nous avons WhatsApp, nous avons Internet, mais dans certains pays, dès que vous annoncez, vous envoyez une première lettre ou un premier mot, tout de suite c'est bloqué. Vous n'avez pas la possibilité de naviguer. Quand le contenu est jugé... quand le contenu est jugé d'une certaine manière, suspect. Bon, on peut aussi interpeller les institutions qui, dans notre pays, en Afrique, sont en charge de ça pour qu'ensemble, on aide. Parce que tant qu'il n'y a pas
Le gendarme qui commence dans notre propre tête, tant qu'il n'y a pas les balises. Le progrès nous offre un ensemble de facilités et nous y vont à fond la caisse. Il faut donc qu'on quadrille tout cela. Et c'est pour ça que à la rencontre que nous avions eue le vendredi avec tous les promoteurs d'établissements privés, des décisions importantes ont été prises sous la vision tracée par l'autorité. Chaque promoteur d'établissement, par exemple, doit reprendre et renforcer tout le dispositif qu'il a mis en place pour que ça n'arrive pas et qu'on puisse contenir le feu. Le ministère et la direction générale doivent entreprendre une tournée dans tous les établissements privés d'enseignement supérieur pour que le contact soit beaucoup plus rapproché et on sent une batterie d'actions pour que déjà le ministère joue son rôle, que les promoteurs jouent leur rôle ou continuent de jouer leur rôle. Et comme ça, la partition sera faite de ce côté. Maintenant, la société. Oui. La société. Qu'est-ce que la société offre? Où est-ce que nous sommes aujourd'hui? J'ai commencé à parler des repères qui foutent le camp. Comment est-ce que la société prend cela? Il y a eu très peu d'indignation sur la toile, par exemple. C'est vrai que la société béninoise n'est pas réduite à ceux qui sont sur la toile. Mais quand vous prenez le pôle sur la toile, ou c'est des gens qui s'en foutent, ou c'est des gens qui trouvent que les promoteurs d'établissements qui ont exclu ou qui ont puni d'une certaine manière sont extrêmement sévères, qu'ils n'ont pas donné une chance, que l'exclusion c'est un peu comme une peine de mort, etc. Donc, il faut aussi que la société éduque. D'accord. Marcelin Zanou, vous qui êtes promoteur d'école, vous connaissez mieux que quiconque ce milieu-là, et vous l'avez dit à l'entame de cette émission, il y a bien pire. Que peut-il avoir de pire que ce que nous avons déjà vu? Il faut avouer aujourd'hui que le sexe est totalement désacralisé dans les milieux des jeunes. Et ils font du sexe l'usage auquel on n'aurait jamais pensé. Et de ce point de vue, ce que nous avons vu à travers ce qui a été posté n'est encore rien par rapport à ce qui se dit entre ces jeunes et ce qui se fait. De ce point de vue, lorsqu'on ne met pas les balises, comme les gens le disent si bien ici, eh bien, il est évident que la situation ira de mal en pire. Mais mon appréciation de la chose est que les jeunes ont leur façon de voir les choses aujourd'hui. Nous avons laissé les réseaux sociaux éduquer nos enfants et ils sont à un point très élevé, un point de non-retour aujourd'hui. Alors, quand on observe ces choses, si on ne sait pas s'y prendre, on va encore aggraver la situation. Ou ils feront tout à notre insu. Donc, ce que je pense, de mon point de vue, il faut d'abord commencer par apprécier la situation, à aborder les jeunes de façon très positive. Il faut qu'on évite tout de suite les récriminations, parce que tout le monde a quelque chose qu'il fait. Et le sage, c'est celui dont on n'a pas encore découvert les bêtises. Et quand je me réfère un peu à l'enseignement biblique, où on a amené une femme qui a commis l'adultère à Jésus-Christ, Jésus a dit que celui qui n'a jamais commis un péché jette la première pierre à cette dame. Avant qu'il ne lève les yeux, ils sont déjà tous partis. Ça veut dire qu'il y a un problème fondamental. Tout le monde y est embarqué, tout le monde est complice. Que faire aujourd'hui? Alors, de ce point de vue, je pense qu'il faut que nous puissions commencer par reprendre l'éducation des enfants. Il faut les persuader. Et j'ai participé à un certain nombre de colloques, notamment en 2014 à Beyrouth, avec à l'Université de la Francophonie, qui a voulu que nous puissions mesurer les conséquences sociales des réseaux sociaux. Nous avons également, dans le cadre du FESPACO, une fête des écoles où nous avons apprécié la situation, où on s'est rendu compte que les réseaux sociaux constituent aujourd'hui à la fois un remède et un poison. Un remède parce que ça peut régler des problèmes. En fait. Voilà. Et nous avons pu prendre connaissance de comment cette question a été approchée en France et au Canada. Où, par exemple, on a institué un enseignement qu'on appelle l'éducation aux médias. Et ça se fait au cours primaire, ça se fait au collège, ça se fait à l'université. Depuis 2015, nous avons institué cet enseignement-là à l'ISMA. Il faut donc adapter la formation aux jeunes comment lire les messages, comment décrypter les messages, les images, les tests, les sons qui parviennent, comment aborder de façon pertinente et responsable ces choses-là pour que déjà l'enfant qui a été éduqué, qui a eu des outils pour apprécier ce qui est bon de ce qui n'est pas bon, pour apprécier ce qui est
correct relativement aux mœurs et ce qui n'est pas bon relativement aux mœurs et qui peut entraîner une désapprobation, qui puisse déjà, en toute responsabilité, apprécier et savoir jusqu'où aller trop loin. Parce qu'aujourd'hui, les enfants veulent s'affirmer. Lorsque vous mettez votre photo de profil sur Facebook ou sur WhatsApp et que tout le monde dit c'est bon, je kiffe, j'aime, eh bien, ils ont l'impression que ce qu'ils ont fait, c'est bon. Et on veut aller encore un peu plus loin. Et chaque jour davantage, on en poste, et on franchit parfois la ligne rouge, confondant que chaque individu doit avoir une vie privée et une vie publique. Alors, les réseaux sociaux, eh bien, il n'y a pas de vie privée. Les gens oublient que ce qu'ils ont posté aujourd'hui, l'image qu'ils ont postée aujourd'hui, eh bien, ne leur appartient plus. Et d'ici 20 ans, on peut le leur ressortir pour dire, mais voilà ce que tu étais avant. Il faut que ceux qui veulent s'affirmer pensent à leur futur. Dans 20 ans, dans 30 ans, qu'est-ce que je serai? Si on m'exhibe cette photo-là, qu'est-ce que je pourrais dire? Donc, par rapport à cela, il faut que les enfants soient éduqués pour comprendre que ce qu'ils font aujourd'hui peut les rattraper dans 20 ans et peut nuire à leur honorabilité et à leur dignité. Donc, de ce point de vue, il y a un enseignement qui est assuré très bien au Canada, en France, qui a commencé aussi en Afrique. Et il y a aujourd'hui beaucoup de livres qui sont écrits. Si nous avons un professeur à Bordeaux, Alain Kiendou, qui a beaucoup écrit sur ces conséquences sociales. Il y a également le professeur Nathalie Sonac de l'IFP qui a écrit. Donc, il y a beaucoup d'écrits aujourd'hui. Et je suis heureux que nous soyons avec un sociologue. Ils sont interpellés parce qu'ils doivent apprécier la situation, faire une projection sur le futur et voir qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour commencer par régler ces problèmes-là à travers l'éducation, à travers même des prises de décision au niveau des autorités. Donc, je pense que vous avez très bien fait. Vous avez le tableau très équilibré, que j'ai ici un sociologue qui peut nous aider à appréhender ces phénomènes-là, leur évolution et comment faire déjà pour commencer par... Parce que ce qui se passe est très grave. Alexandrine Saïzonou, les réseaux sociaux, on n'y accède pas ex nihilo. Il faut bien un téléphone pour accéder aux réseaux sociaux. Alors, que faut-il faire aujourd'hui? Vous, en tant que parent, comment vous contrôlez l'accès à ces médias nouveaux au niveau de vos enfants? En fait, il faut parler à l'enfant. Lorsque vous achetez un téléphone, chez moi, ça a été clair. Mon mari, lui, s'est opposé à la chose. Aucun enfant ne pourra avoir un téléphone avant le bac. C'est encore moi qui suis intervenue pour dire, aujourd'hui, le téléphone, les enfants en ont besoin. Quand nous ne sommes pas là, il est plus facile de les contacter, surtout que les téléphones filières, les réseaux filières, là, ne marchent plus. Mais en achetant le téléphone à l'enfant, on a pris le soin de lui dire, et c'est à une occasion, on lui a dit, tu nous rapportes une très bonne note, on t'offre ça pour la fin de l'année, pour les fêtes de fin d'année et autres, un téléphone. L'enfant choisit son téléphone avec les fonctions, on cherche à connaître quelles sont les fonctions qu'il y a sur le téléphone. On contrôle les applications. Et on essaie de lui parler, dit, tu as ton téléphone, on ne sera pas là tout le temps, mais sache que tout ce que tu mettras sur le téléphone, tu peux retrouver ça partout sur l'étoile parce que tu aurais fait confiance à un ami, à une amie, à qui tu aurais envoyé. Et il n'est pas normal pour une femme qui se respecte, tu n'as pas à prendre ta photo de nu ou autre chose et l'envoyer à quelqu'un d'autre. Une femme respecte son corps. Il faut donc dialoguer. Il faut parler à l'enfant, il faut essayer de contrôler quels sont les amis que fréquentent les enfants, parce que tout dépend de ça. Alors, de temps à autre, qu'est-ce qu'on fait? On jette un coup d'heure sur le Non, il faut respecter l'enfant. Vous ne ou... pouvez pas prendre, c'est son intimité. Je tiens à cela, c'est son intimité, mais il faut amener votre enfant à vous parler, à vous faire confiance. Lorsque vous connaissez votre enfant, vous savez de quoi il est capable. Est-ce que mon enfant peut se permettre de faire ça? Je ne pense pas que l'enfant de M. Zanou aurait pu faire un truc comme ça, de M. Dodi aurait pu faire comme ça. Parce que dès le départ, déjà au niveau de la cellule familiale, des repères, une échelle de valeur a été inculquée à l'enfant. Et à partir de là, c'est vrai, l'homme est bon, mais c'est la société qui le corrompt. Mais si l'enfant a déjà un prérequis, a une certaine personnalité forgée au niveau de la cellule familiale, il sait résister quand même aux tentations des amis et autres. Donc, pour revenir, c'est la cellule familiale qui doit déjà
donner les prérequis aux enfants avant que l'école, la société et autres ne complètent l'éducation. Alors, Dodji Amozouvoui, en tant que sociologue, on se rend bien compte que notre société est en profonde mutation. Alors, que faut-il faire aujourd'hui pour ne pas avoir à le regretter amèrement demain? D'abord, il faut savoir de qui on parle. On parle des adolescents, on parle des jeunes, et par définition, la jeunesse, c'est un passage, c'est une mise en parenthèse de la vie. On y entre et puis on y sort. Et c'est curieusement à ce moment où il faut le plus mettre l'accent, il faut doser, parce que la jeunesse est caractérisée par une envie de s'affirmer, une envie de s'épanouir, une envie même de se rébeller contre les règles établies, parce qu'on découvre brutalement que ce qu'on a fait depuis l'enfance jusqu'à l'adolescence commençant est un peu comme une sorte de prison, et puis on a envie d'eux. À côté de cela, l'évolution au niveau du collège, au niveau de l'université, offre d'autres espaces de liberté. Et ça vient compliquer le tableau de l'envie de liberté qui anime cette classe sociale. Lorsque c'est comme ça, un peu comme dit Madame et comme a dit M. Zanou, sur le plateau, la toute première des démarches, c'est pouvoir connaître celui qu'on a en face de soi. En général, la jeunesse, ce qui la caractérise. Et ensuite, cet enfant spécifique que j'ai. Quand on sait cela, on met en place, le premier niveau, c'est quand même de communiquer avec l'enfant. Une fois qu'on l'a connu et qu'on sait, il ne faut pas tout de suite gendarmer, il ne faut pas tout de suite caporaliser, sinon on aura peut-être un résultat pire que ce qu'on souhaite avoir. Parce que le temps que les parents accompagnent à la maison, il y a aussi un autre temps où la rue, ou l'université, ou le marché, ou la société en général aussi fait son œuvre. Déjà que le parent est là et fait ce qu'il a à faire, ce n'est pas évident. Et lorsqu'il n'est pas là ou qu'il ne fait pas ce qu'il a à faire, la rue prend, les réseaux sociaux prennent. Et quand les réseaux sociaux prennent, on n'a pas possibilité de contrôler. Donc, en plus de l'éducation aux médias, il faut que tout ce que Internet nous offre, tout ce que la modernité nous offre aujourd'hui, interpelle tous ceux qui se retrouvent en position d'accompagnateur de la jeunesse. Afin que sur chaque chose, sur chaque pas qui est fait ou qui doit être fait, on puisse obtenir du jeune, obtenir de l'adolescent d'être complètement conscient de l'acte qu'il veut poser. Donc, baliser, accompagner. Troisième chose, il faut veiller aussi aux sanctions. Lorsque la sanction n'est pas pédagogique, lorsque la sanction, elle n'accompagne pas, elle devient contre-productive. Parce que au lieu de libérer, elle ne corrige pas, elle enfonce. Ce n'est pas toujours évident ou ce n'est pas toujours vrai qu'une fois qu'on a donné la pire des sanctions, on a eu la pire des réactions face à la pire des actions, qu'on corrige son auteur ou que son entourage aussi est. Donc, il y a autour de cela les psychologues qui doivent intervenir, il y a les parents qui doivent intervenir, il y a toutes les autorités qui doivent intervenir. Maintenant, si je dois regarder du côté des gouvernants ou des institutions publiques, c'est aussi là leur rôle. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons au Bénin pour quand même, je suis contre les privations de liberté, mais pour accompagner, pour pas permettre que n'importe quelle application ne fasse n'importe quoi sur les téléphones qu'on peut offrir aux enfants. Est-ce qu'il est mis en place... Il faut contrôler l'accès à certains... Il faut contrôler l'accès. Ça va aider tout le travail d'éducation qui se fait. Ça va même aider le jeune à se prendre lui-même en charge. Finalement, c'est comme une chaîne. C'est un travail... C'est absolument imbriqué l'un dans l'autre. S'il y a un seul maillon qui faiblit, toute la chaîne prend un coup. Et la chaîne commence par la famille, la chaîne commence par l'enfant lui-même qui doit se définir un objectif de vie et non se laisser embarquer par ses amis. Parce que le monde des jeunes, il y a une disparité terrible. Il y en a qui ont tout l'espace devant, qui font tout et n'importe quoi, parfois même avec l'assentiment ou la complicité des parents. Il y en a d'autres qui, plus ou moins, se tiennent bien droit. Lorsqu'ils se retrouvent dans ces milieux, les mauvaises herbes croissent beaucoup plus vite que les bonnes. Donc, ils prennent tout de suite les plis, les facilités, et puis l'envie d'être, l'envie de paraître, l'envie d'être le meilleur, celui qu'on a le plus kiffé, etc. Ils se lancent parfois même des défis.
moi je vais faire ça, moi je te garantis que je peux le faire. Dit, non, tu ne vas pas le faire. Et puis, voilà, ils le font. Il y a effectivement que chacun de nous doit tirer son marron du feu et prendre sa part de responsabilité. Sinon, tout ce qui est caché derrière la forêt, sinon tout ce qui n'est pas aujourd'hui visible viendra. Et c'est là aussi notre suivisme dans le monde. C'est là. Très bien. Alors, nous avons essayé de voir un peu au niveau de ces jeunes ce qu'ils cherchent bien en allant, en s'inscrivant par exemple sur WhatsApp, sur Facebook, en envoyant des vidéos sur Snapchat. Ce qu'en disent les étudiants, les apprenants, regardez. Moi, personnellement, quand je me connecte, souvent sur Facebook et sur Messenger, c'est pour d'abord travailler avec les amis. Parce qu'on a un forum d'abord d'informations concernant les cours pour ne pas manquer les informations. Je parle aussi avec ma copine dessus. Il faut être branché, c'est vrai, mais là, moi, je pense que c'est plutôt être débranché que de vouloir poster une pose de soi, nu ou bien en tout cas en train d'exhiber des parties intimes. Je suis dans des groupes qui, majorité créés par les amis, dans lesquels nous discutons des sujets qui sont propres à nous, c'est-à-dire par rapport aux filières que nous faisons, dans lesquels nous discutons et nous partageons les idées. Il m'arrive souvent que je m'inspire et que des citations arrivent dans ma tête, je les publie sur les réseaux sociaux et que les amis lisent et qu'ils commentent. Mes soeurs prennent le plaisir de se mettre nues, publier sur les réseaux sociaux. Pour faire quoi? Pour chercher quoi? La beauté ou quoi? Je ne sais pas. Qu'est-ce pour que à la personne que vous envoyez la photo, qu'est-ce pour que la personne ne va pas diffuser ses photos ailleurs ou montrer ça à une autre personne demain? On ne sait jamais. Quand on va sur les réseaux sociaux, c'est d'abord c'est un moyen de distraction. Mais au premier abord, on doit aussi comprendre que ça doit nous servir de recherche. C'est une toile sur laquelle on peut aussi aller faire des recherches et par rapport et aux exercices qu'on nous demande. Voilà. Donc, néanmoins, on utilise aussi ça pour les diverses distractions, juste pour se connecter et savoir ce qui se passe, l'actualité et tout. Voilà. Des gens racontent parfois n'importe quoi sur les réseaux sociaux et ça, c'est pas trop bien à mon avis. Et sans ces réseaux sociaux, il vous serait un peu difficile d'être au cœur de l'information parce que sans l'information, il vous serait aussi difficile il vous serait un peu difficile d'être réellement dans le monde universitaire. Si moi, je constate que je suis dans un groupe où les informations ou bien les images qu'on balance sur ce groupe n'est pas commode avec mes exigences, là je me retire de ce groupe. Vous êtes là, bon, on vous balance une image où vous voyez quelqu'un qui est tout nu et par moment, il arrive souvent que celui-là soit quelqu'un que vous connaissez et franchement, c'est que ça fait un nick. Sur le campus, quand on se met en groupe pour communiquer les informations, les programmes, tout ça, on peut s'échanger par ce canal. On devrait pouvoir utiliser les réseaux sociaux à des fins utiles. Mais aujourd'hui, puisqu'il y a assez de liberté, où chacun peut dire ce qu'il veut, et il n'y a pas un moyen de contrôler tout ce qui va directement sur les réseaux sociaux. C'est vrai que ça peut porter des préjudices, ça peut avoir des impacts négatifs, mais tout de suite, ça a plus d'avantages quand c'est s'en servir. Voilà, on voit bien que ces jeunes sont tout de même conscients de l'utilité, de l'importance de ces réseaux sociaux, mais c'est en même temps en leur sein qu'il y a quand même des dérives. Alexandrine Saïzono Bédier, sont-ils victimes finalement d'un phénomène qui leur échappe totalement? Je dirais oui. Et ceux qui ont été interviewés, c'est des gens d'un certain âge, ce n'est pas les enfants de... Vous savez, ceux qui commettent, parce que j'ai également vu les vidéos là, ces enfants, comme l'a dit M. Dodji, c'est des enfants qui sortent à peine de l'adolescence. C'est des enfants qui sont encore dans la période critique de l'adolescence. Et c'est une période où on possède pas,
comme j'aime bien le dire, essai-erreur. On affronte tout, on prend des risques. Et comme ils l'ont dit, on leur a mis entre les mains quelque chose dont ils ne maîtrisent pas les contours. Et je me dis, c'est encore la faute aux gouvernants. Parce que si on a des tests qui organisent la chose, et c'est pour ça que j'appelle vivement la loi sur l'électronique, le code électronique, il faut qu'on ait ça, parce qu'il faut qu'on ait des tests qui punissent, et le peu de tests qu'on a ne sont pas connus. Si ces enfants-là savaient qu'en posant ces actes, même si c'est leur corps, c'est leur nu, mais en mettant ça à la portée de tout le monde, ils portent atteinte à la pudeur d'autres personnes. Il y a un attentat à la pudeur, il y a un outrage, comment on appelle, une atteinte aux bonnes mœurs, ils vont comprendre, et qui sont passibles d'une sanction pénale, ils vont se ressaisir. Donc, les parents également, comme je l'ai dit, sont responsables de la chose. Lorsque vous avez un père et une mère qui, tous les jours, lorsqu'elle s'habille ou bien lorsqu'il s'habille pour aller au boulot, il met ça sur WhatsApp. Le lendemain, il est à une fête, il met ça sur WhatsApp. Et que l'enfant ne voit que ça. Il ne peut que suivre les enfants. Si le père et la mère ne prennent pas la peine de lui dire, écoute, à un moment c'est dangereux, nous on est des adultes, nous contrôlons ce que nous faisons. Et il y a l'autre chose également, que les enseignants, aujourd'hui ce n'est pas les... Déjà aussi en classe de 3e, vous voyez les enfants sur ordinateur le soir. Qu'est-ce que tu fais? Je fais des recherches. Aujourd'hui, les professeurs ne font plus des recherches. Ce sont les enfants qui font les recherches en lieu et place. Lorsque vous les envoyez sur Internet, vous les envoyez sur Google, l'enfant, au lieu d'aller... Les choses ont bien changé, Madame Alexandre. Oui, les choses ont bien changé, mais on n'a pas mis, comme on l'a dit tout à l'heure, on n'a pas mis les balises. Donc, il faut nécessairement que les parents soient là pour accompagner ces enfants. Et ça fait partie des obligations des parents. Quand vous mettez un enfant en vie, il faut pouvoir suivre l'enfant, l'éduquer, le conseiller, le guider dans sa vie de tous les jours. Donc, si les parents assumaient correctement leur rôle et expliquaient à leurs enfants, si les parents déjà, on permettait aux parents de connaître les textes, ils pourront savoir les risques qu'ils prennent. Parce que les enfants qui n'ont pas 18 ans et qui commettent des actes répréhensibles, ce sont les parents qui en répondent. Et les parents doivent savoir que si l'enfant a déjà 13 ans, il est passible de la sanction pénale. Et s'il y a des préjudices causés à d'autres personnes, c'est eux qui vont en sortir l'argent de leur poche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens n'arrivent pas à réaliser le danger qu'ils courent en mettant une photo sur WhatsApp et autres. Vous pouvez mettre votre photo et quelqu'un avec les montages, on a votre visage, mais le nu de quelqu'un d'autre. Le nu de quelqu'un d'autre. Les montages sont possibles. Les montages sont possibles. Et moi, j'ai eu un cas, parce que je suis là en tant que mère, mais j'en profite. Je partirai également de mon expérience professionnelle. C'est une jeune fille à l'âge elle sortait à peine de l'adolescence, elle a fait des photos de nu, elle a fait des photos où elle suçait le sein d'une autre fille. Ici au Bénin? Au Bénin. Et c'est un monsieur, comment on appelle, un blanc, qui a tout filmé. Et c'est des années après, la jeune fille était mariée avec mère de 3 enfants et on a balancé l'année dernière sur WhatsApp ces photos. Son ménage, le monsieur l'a chassé parce que c'est un beau-frère qui est tombé sur la photo et qui est allé montrer ça au mari. Le mari dit, je ne peux pas accepter, elle est partie. On a poursuivi le monsieur, il a eu 36 mois à sortir de sursis et on l'a condamné à 6 millions. Mais son ménage est gâté. Ça ne peut pas. On a un autre où c'est la fille même qui a pris son nu. Et sur son téléphone, un temps, elle a perdu le téléphone, un ami l'a récupéré, lui dit, écoute, j'ai vu tes photos de nous, je vais balancer ça dans mon groupe. Et il a fait. Si tu n'acceptes pas d'entretenir des relations intimes avec moi 1 fois par semaine, la fille a dit non. Et il a balancé sur le forum. Il a été jugé, il a eu 12 mois à sortir de sursis. Pourquoi des peines à sortir de sursis? C'est une peine, l'épée de Damoclès, c'est sur leur tête pour les amener à changer de comportement. Et je crois que si les jeunes qui se plaisent à faire ça savaient qu'ils pouvaient être sanctionnés, ils mettraient de l'eau dans leur vin, comme on le dit, et les parents même seront plus regardants. Parce que quand on va commencer à sanctionner même les parents également, au plan civil, sur les questions de réparation, chacun va assumer sa responsabilité. C'est vrai que nous, parents, nous faisons ce que nous pouvons.
nous pouvons pour nos enfants, la rue les éduque, tout ça. Mais je me dis, je continue de dire en tant que mère, si la fondation est bien faite et l'échelle de valeur inculquée à l'enfant est bien solide, il y a moins de risques que l'enfant... Il y a moins de dérapage, en fait. Parce qu'un enfant qui sait que sa photo peut se retrouver sur WhatsApp et que son père peut voir, sa mère peut voir, et que ça va lui coûter cher, je crois qu'il va rentrer dans c'est pas le taper comme l'a dit M. Dodi, mais c'est peut-être cet enfant, vous l'envoyez en vacances, vous arrêtez de l'envoyer en vacances, vous arrêtez de lui donner les choses qu'il aime, le priver d'une sortie, le priver de telle chose, pour lui montrer que je ne suis pas content en tant que parent et il faut que tu arrêtes. Alors, Marcelin Zanou, on le voit bien que la responsabilité des parents est engagée à ce niveau-là. Alors, vu la situation, faut-il aujourd'hui des parents d'un type nouveau? Quel genre de parents devrons-nous être pour nos enfants? Oui, par rapport aux dérives qui s'observent, il faut absolument instaurer une ambiance de dialogue et de communication entre parents et enfants. Le sexe ne doit plus être un sujet tabou aujourd'hui. Absolument pas. Et vous devez observer vos enfants, les surveiller sans en donner l'air. Si vous avez des jeunes filles à la maison, des jeunes garçons à la maison qui le soir rentrent dans leur chambre et ferment leur porte à double tour, lorsque vous avez des enfants qui ont mis un code d'accès sur leur téléphone portable, lorsque vous avez des enfants, quand leur téléphone est quelque part et que vous êtes dans l'environnement, ils craignent que vous preniez ça et viennent le prendre rapidement, comprenez que des comportements suspects se passent sur votre dos. Et par conséquent, il faut nécessairement instaurer un dialogue entre vous et votre enfant. Parce que ce qui se passe, c'est tard la nuit, les enfants font ça, tard la nuit. Quand les parents dorment. Dorment de 0h à 4h. Ils profitent des forfaits, et les téléphones, les compagnies GSM donnent des forfaits la nuit. Les enfants profitent de ces forfaits-là pour faire beaucoup de choses. Et essayez de vérifier. Lorsqu'il a un pas de se réveiller la nuit, allez voir si votre fille est en ligne, vous le saurez. Bien sûr. Les enfants sont en ligne toute la nuit. Ils vont à l'école en deux, c'est pour aller dormir. Et on se rend compte aujourd'hui que les travers des réseaux sociaux ont pris le dessus sur ce qui est normal. Et ça ne se fait pas à ciel ouvert. Ils ont leur code. Quand ils se voient entre eux, ils savent comment gérer ces choses-là. Donc les parents à la maison doivent surveiller les enfants sans en donner l'air. Quand il voit un comportement, il faut dire que quelque chose se passe, il faut agir. De même, il faut jeter un coup d'œil sur les fréquentations aussi de l'enfant. On ne peut agir qu'à travers un dialogue. Faites de votre enfant son confident. Et là, il vous dira des choses et puis bon, vous allez savoir l'orienter. Ça, c'est pour la sphère familiale. Mais au niveau des écoles, il faudrait que l'État puisse engager des innovations pédagogiques. Parce que les gens ont déjà vu ce qui va arriver. Et ils ont mis en place un mécanisme. C'est ça qu'on appelle l'éducation aux médias. Il y en a pour le niveau scolaire, il y en a pour les collèges, il y en a pour les universités, pour qu'on apprenne aux enfants comment réagir face à certaines choses. Et je pense que lorsqu'on va commencer ces deux actions-là, cellules familiales et les universités, je pense qu'on va atténuer, je dis bien, on aura des enfants plus responsables. On va atténuer le mal sans pour autant parvenir à l'éradiquer. Maintenant, pour l'éradiquer, il faudrait qu'on puisse recourir aux chercheurs, aux sociologues, qui vont étudier la culture africaine. Qu'est-ce que cette culture accepte? Qu'est-ce qu'elle ne peut pas accepter aujourd'hui? Dans l'environnement des réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on ne peut plus bloquer? Mais comment le gérer? Ils vont nous sortir des nous avons études. La chance d'avoir un sociologue. Exactement. Nous aurons des études qui pourront être capitalisées pour essayer d'orienter à nouveau. Ce peut être des mécanismes de filtre sur les réseaux sociaux, ce peut être des mécanismes relativement aux compagnies de GSM et consorts, mais une action pertinente est obligatoire aujourd'hui si nous voulons redonner à nos enfants l'éducation qui leur permettra de sauvegarder leur dignité plus tard. Voilà. Alors, Dodi Amouzovi, le sociologue que vous êtes interpellé. Tout à fait, le sociologue que je suis interpellé, et je suis heureux déjà de relever très gentiment et d'insister pour dire que aujourd'hui, plus qu'hier, l'enseignant fait des recherches.
Il y a des recherches que l'enseignant fait pour pouvoir tenir son cours le lendemain, mais il y a également des recherches que l'étudiant aussi doit faire pour rester conforme à la nouvelle architecture d'éducation, d'enseignement ou d'apprentissage. Donc, il n'y a pas une démission de l'enseignant face à la retraite et continue de faire, et nous continuons de faire, sinon nous n'existerons plus. Et nous parlons de parents, je suis d'accord, mais la première question qu'on se pose et qu'on doit se poser, c'est qui le parent aujourd'hui? J'ai commencé par le dire, on devient parent précocement. On n'a pas eu le temps soi-même d'être prêt, dans la tête, dans le cœur et dans la poche, avant de fonder une famille. Conclusion, on ne sait pas comment on peut transmettre. Donc là aussi, on doit s'interpeller. Quand nous quittons le problème qui nous réunit et qu'on voit un peu ce que l'adulte béninois fait des réseaux sociaux, c'est pas forcément lié au sexe, mais aux mensonges, au colportage, aux grossièretés de tout genre, un parent qui se donne à ça et qui ne perd pas une seconde pour vitrioler l'autre, ou n'importe quoi, parfois. Quand l'enfant voit ça, forcément... Bon, déjà quand lui-même il est prédisposé à faire des réseaux sociaux un instrument pour jeter des discrédits inutilement sur son vis-à-vis ou sur un concurrent ou sur un adversaire, ça signifie qu'il y a une prédisposition parentale à utiliser négativement les réseaux sociaux. Vous voyez donc que faire le pas et redevenir contradictoire soi-même pour enseigner la vertu à son enfant, c'est déjà un problème. Donc, c'est global. Les parents aussi doivent revoir un peu la copie. Certains parents ou certaines personnes adultes doivent nécessairement revoir leur propre approche des réseaux sociaux. Maintenant, quant à l'interpellation, je voudrais aussi attirer l'attention que les sociologues béninois aujourd'hui disposent d'un ensemble de travaux qui ont été menés dans le cadre de l'école doctorale, du département, sur ces questions-là. Les résultats existent, on peut les consulter, mais le travail avance non seulement au niveau des sociologues du Bénin, mais également, puisque c'est global, c'est sociétal, le juriste a son mot à dire, l'éducateur a son mot à dire, le psychologue a son mot à dire, pour que puisse cerner le phénomène dans son entièreté, pour voir la marche du Bénin dans l'Afrique en marche et dans le monde en marche. Nous ne pouvons plus aujourd'hui nous fermer à la modernité, à tout ce qu'elle nous donne pour avancer et pour résister. De la même manière, nous n'allons pas consommer sans modération et sans réflexion, tout ce qui nous vient d'ailleurs, sinon nous allons nous dissoudre dans cet ailleurs, nous n'allons plus exister et nous aurons droit à des dérives du genre que nous déplorons tous sur ce plateau, mais face auxquelles nous n'avons pas à baisser les bras, face auxquelles nous devons ceindre les ceintures, les reins pour aller de loin. Tout n'est pas perdu. Tout n'est pas perdu, tout ne peut pas être perdu. Nous avons encore la possibilité de renforcer les bonnes choses qui se font par ailleurs, de démarrer les bonnes choses à tous les niveaux pour qu'on contienne très rapidement, on puisse circonscrire, si c'est un mal, qu'on puisse rapidement circonscrire le mal. Alors, colonel Marcelin Zanon, comment assurer la veille pour qu'elle soit efficace? Il faut absolument faire de nos enfants ou bien devenir le confident de nos enfants. Que les enfants aient le courage d'aborder tous les sujets avec les parents. Mais finalement, on se rend compte que ça n'est pas de leur faute. La faute à qui? Oui. La faute à qui? La faute aux enfants ou bien la faute aux parents? Les responsabilités sont partagées ici aujourd'hui. Il faut comprendre que nous sommes face à une situation auquel on n'aurait jamais pensé il y a de cela 10 ans, 15 ans. Mais la réalité est là aujourd'hui que le sexe est désacralisé. Les parents y ont contribué, peut-être pas leur lassisme, le manque de responsabilité. Aujourd'hui, il y a une situation, il faut réagir. Et la première réaction, c'est de mettre nos enfants en confiance. Pour leur dire, vous avez eu accès à beaucoup d'informations, à des choses inouïes. Mais comment les apprécier? Comment les capter de façon pertinente? Ça, il revient aux parents de commencer par coacher leurs enfants à la maison. Et de ce point de vue, je pense que ça ne peut se faire qu'à travers un dialogue. On met nos enfants en confiance, on échange avec eux. Et il ne faudrait plus que le sexe soit un tabou dans nos discussions à la maison. Si le sexe est tabou, les enfants savent que si le sexe n'est pas tabou, parce qu'ils savent en parler. Ils savent montrer des choses horribles et ils savent se les communiquer. Donc, à nous de leur dire, mais écoutez, ce que vous faites peut vous suivre. Et leur montrer le bien fondé
de comment il faut être dans les bonnes mœurs que dans les mœurs qui dégradent, qui dévalorisent. Donc nous devons apprendre ça à nos enfants. Vous êtes un promoteur, le promoteur de ISMA. On a vu certains directeurs sanctionner leurs étudiants par rapport à ces dérives-là. On a vu d'autres, par contre, procéder de façon plus pédagogique, si je puis me le permettre. Quelle est votre appréciation de cet état de choses? Faut-il sanctionner comme certains établissements l'ont fait? J'avoue qu'il faut être dans Ça a un été environnement... l'expulsion carrément. Non, il ne faut pas en arriver là. D'accord. C'est comme, je prends l'exemple, nous sommes tous embarqués, on est en milieu, en haute mer, dans une même embarcation. Certains, par leur erreur, sont tombés dans l'eau, mais ils ont eu l'opportunité de s'accrocher au bâbord et bien de l'embarcation. Est-ce que nous allons prendre un marteau pour le taper dessus pour qu'il tombe dans l'eau, ou on va leur donner une main secourable pour les ramener dans le bateau? Je pense que la démarche humaine consiste à sauver ces générations-là. Et pour le sauver, il faut nécessairement aller par sentiment de positivité, savoir leur parler, savoir les convaincre. Il faut trouver des gens qui sont plus philosophes que ces enfants-là pour leur parler. Et je pense que, eh bien, on pourra commencer progressivement par corriger la situation. Mais s'engager tout de suite dans des corrections, des récriminations, des sanctions, les sanctions peuvent être contre-productives. Voilà. D'accord. Alexandrine Zanou, vous l'avez dit, il faut discuter. Alexandrine, Bédié, Saïzono, vous l'avez dit, il faut discuter avec les enfants, il faut le dialogue. Est-ce que vous arrivez facilement à parler sexe avec vos enfants? En fait, au début, j'étais un peu gênée, mais je me suis préparée. Avant même que mes enfants soient pubères, j'ai acheté des livres que j'ai mis à leur disposition. Et quand je les vois s'intéresser aux livres, je viens, je leur explique, ah, tu vois ça et tout. Donc, les enfants n'ont pas été, mes filles n'ont pas été surprises lorsqu'elles ont eu leur première règle. Donc, à ce niveau-là, il n'y a pas, je parle du sexe avec mes enfants et on en parle. On en parle et souvent c'est elles qui viennent vers moi pour poser des questions. Parce que quand j'ai reçu les vidéos, là, arrivé à la maison, j'ai appelé ma fille et je lui ai demandé, mais il paraît qu'il y a des trucs qui passent sur... Il dit, ah, tu n'as pas vu? Moi, j'ai vu. Je dis, qu'est-ce que tu en penses? Elle a déjà vu la vidéo. Elle a déjà bien vu. avant vous. Non, mais ça va très vite, en fait. C'est envoyé partout. Mais elle a eu une réaction pour elle, c'est abject. Ce n'est pas des choses à faire. Et je lui ai dit, mais tu sais qu'on peut les punir? Elle me dit, ah bon? On peut les punir. Finalement, il faut communiquer aussi. Voilà, il faut que je dise, mais on peut les punir. Ce n'est pas parce que vous êtes des enfants que vous allez faire... D'autres personnes ont vu. Toi, tu as vu, tu as été choqué. Il y a eu une atteinte comment on appelle, à ta moralité, à tes mœurs. Tu as été choqué de voir ces choses-là, d'entendre ces choses-là. Donc, c'est déjà un préjudice que tu subis. Donc, on peut les poursuivre. Et elle était surprise, elle pensait que tout était permis, on pouvait le faire. Donc, parler du sexe avec les enfants, si vous ne pouvez pas faire asseoir vos enfants, acheter des ouvrages, et c'est les enfants même qui viendront vers vous pour poser des questions. Mais quand ils viennent poser des questions vers vous, il faut pouvoir répondre, dire. Le sexe, nous vivons avec ça tous les jours. Donc, je ne vois pas pourquoi on ne va pas en parler. Pourquoi on ne va pas en parler? Nous sommes dans un monde qui évolue à une vitesse incroyable et les enfants aujourd'hui, ce n'est plus dans les livres nécessairement qu'ils trouvent les choses, sur leur téléphone, ils ont tout. Et je voudrais dire quelque chose. Aujourd'hui, les enfants, on ne fait plus les enfants parce qu'on veut les faire. Ce n'est plus des enfants, excusez-moi, ce n'est plus des enfants qui sont réellement désirés. On rencontre le premier homme, on tombe enceinte, on n'organise rien. Et comme l'a dit M. Dodi, quand vous n'êtes pas préparé à la chose, vous ne pouvez pas trouver en vous des ressources pour éduquer un enfant. Parce que l'éducation d'un enfant, c'est très difficile. Surtout quand les enfants traversent cette période difficile de l'adolescence. Il faut que le parent ait les ressources. Il faut que le parent ait déjà à son niveau quelques enseignements sur la chose. Quand le parent même n'a rien du tout, quand le parent même, vous voyez, excusez-moi, je vois des mères de famille d'un certain âge avec des décolletés.
avec des décolletés les seins pendant, d'autres avec des mini, des petites jupes. Tout le monde aujourd'hui, des robes qui moulantes. collent, le ventre est là, les fesses sont là. C'est pas normal. C'est pas normal. Les enfants, quel modèle nous donnons aux enfants? Et comme l'a dit M. Dodi, il y a des parents qui sont sur WhatsApp tous les jours. À la cuisine, maman est sur WhatsApp. Au salon, papa est sur WhatsApp. Et dans cet environnement, l'enfant aussi est dans sa chambre sur WhatsApp. Vous contrôlez quoi? Et comme M. Zanou a dit tout à l'heure, il faut essayer de voir si l'enfant a son téléphone codé. Je suis en tant que mère, peut-être que c'est ma formation de juriste qui me fait dire certaines choses. L'enfant, c'est son droit, c'est son téléphone, c'est son intimité. Et même en tant que parent, avant d'avoir accès à ce téléphone-là, il faut négocier avec l'enfant. Il faut négocier. Parce que si vous prenez son téléphone de force, l'enfant peut se braquer. Bien sûr. L'enfant peut se braquer et là, il y aura un échec. Donc, c'est à vous. Moi, je dis c'est une question de management. Je ne sais pas s'il y aura des cours de management au niveau familial pour qu'on puisse voir comment, parce que c'est difficile d'être parent. C'est très difficile d'être parent. Il n'y a pas une école de toute façon où on apprend à être chaque enfant est particulier. Ce que je peux dire avec ma fille, je ne peux pas le dire avec le garçon. Ce que je peux dire avec ma fille aînée, je ne peux pas le dire avec la cadette. Donc, il faut tenir compte de la personnalité de l'enfant et il ne faut jamais mépriser un enfant, quel qu'en soit ce que l'enfant a pu faire. Je vois ces filles, il y a je crois que les parents ont dû lui faire des remontrances et après elle est revenue pour dire oui, vous en avez parlé à mon père, vous en avez parlé, moi je m'en fous. J'ai été très choquée d'entendre un enfant revenir. Après qu'elle ait raconté ses histoires, revenir pour dire je m'en fous, mes parents sont informés, je m'en fous. C'est ça qui m'a le plus choquée. Voilà. C'est assez triste de toute façon, c'est assez triste ce qui se passe et c'est un phénomène qui nous interpelle tous. Vous conviendrez avec moi qu'en 52 minutes, on pourrait aborder tous les aspects du sujet. Alors, on va conclure cet entretien. Dodi Amouzoui, si vous avez quelques conseils à donner à cette génération, à ces jeunes, que leur diriez-vous? Je dirais aux jeunes qui m'écoutent et qui sont là maintenant, qui m'entendent, d'être eux-mêmes et d'être prêts à tous les niveaux, dans la tête, dans le cœur et puis dans la poche avant de s'engager, d'être responsables et de savoir qu'ils existent pour eux, vont exister pour la société et qu'ils doivent s'affirmer dans la positivité. Et nous, on fait du suivisme. Je leur dirais que le temps qu'ils traversent maintenant, c'est l'hiver de la vie. Il sera très court. Puis après, le printemps et l'été seront éternels. Je leur dirais donc d'accepter de tout ce qui peut paraître comme contrainte pour leur bonheur. Je dirais aux parents qui m'écoutent, avant d'être parents, d'être réellement prêts et d'assumer la charge parentale, l'éducation. Je dirais à tout le monde que je suis contre les sanctions contre-productives. Je suis contre les sanctions non pédagogiques. Une sanction qui empêche l'auteur de se repentir n'est pas pour moi une sanction positive. Donc, si on doit punir, quand il y a une action, il faut nécessairement qu'il y ait une réaction, mais à tous les niveaux. C'est d'ailleurs pour ça que Madame a parlé tout à l'heure de peine avec sursis, Donc, il faut toujours donner la chance à celui qui a posé un premier pas mauvais de se rattraper. Si on en arrive aux radicalisations des gens, vous en avez on parlé à mon père, on braque l'enfant contre lui-même, et on ne gagne pas une âme à la République, on ne gagne pas un citoyen ou une citoyenne. Il faut qu'on mette toutes les chances de notre côté pour comprendre que oui, des erreurs, oui, des faux pas, on a droit à l'erreur, on a droit à l'erreur, et il faut sauver, il faut manager, il faut comprendre, il faut accompagner et être conscient que tel que le monde évolue, tel que le progrès nous assaille de tous côtés, tout n'est pas fait pour nous faciliter la tâche. On ira de mal en pire au niveau mondial et c'est à nous de nous préparer pour sauver notre jeunesse, donc pour sauver le pays, l'avenir du pays. Très bien. Marcelin Zanou, un dernier mot? Non, mais en guise de propos de fin d'émission, je dirais simplement qu'il y a une situation préoccupante. Il faut que les parents et l'État conjuguent leurs efforts afin d'appréhender ce phénomène dans toutes ses dimensions, afin de poser aux besoins des balises
qui permettront d'inverser la tendance. Certes, les jeunes pensent aujourd'hui qu'ils peuvent s'affirmer, qu'ils ne peuvent le faire qu'à travers ces choses qu'ils postent sur les réseaux sociaux, mais il faut qu'ils comprennent également que leur avenir lointain, dépend de ce qu'ils font aujourd'hui et que faisant certaines choses, ils peuvent parfaitement perdre de leur dignité, de leur honneur en mettant du n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Donc il faut qu'ils comprennent qu'ils jouent leur avenir aujourd'hui et par conséquent, il faudrait qu'ils sachent apprécier tout ce qu'ils voient et savoir qu'est-ce qu'on peut suivre, qu'est-ce qu'on ne doit pas suivre. Et dans ces conditions, avec les balises qui seront posées par les éducateurs et consorts, je pense qu'on peut commencer par inverser la tendance. Voilà. Mais on rappelle que les réseaux sociaux sont là quand même pour nous faciliter la vie. Mais attention à ce que cela ne constitue pour nous un piège. Merci de nous avoir suivis. Bonne soirée et bonsoir chez vous.